Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire aujourd'hui, donc je suis vraiment très contente de faire cette vidéo. Je me représente rapidement pour ceux qui tomberaient sur ma chaîne par hasard. Je m'appelle Margot, je suis teinturière de laine et passionnée de tricot et d'art du fil. Et donc ici sur cette chaîne, je parle essentiellement de mes projets en cours, de mes projets terminés et de mes projets à venir. Et je parle un petit peu aussi des actualités de ma boutique en ligne, les laines de Margot, où vous pouvez retrouver des laines teintes à la main. Et si ça vous intéresse et que vous êtes de la région, vous pouvez aussi retrouver mes laines dans la mercerie qui s'appelle l'atelier de Saralia, qui se trouve à Concarneau. Donc si jamais vous êtes dans le coin, c'est une façon de les voir en vrai. Il n'y a pas tous les coloris, mais ça peut vous donner un aperçu des écheveaux que Sylvie, donc la mercière, a sélectionnés. Alors pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de projets finis, de projets couture, de filage, de tricot, de teinture, et je vais vous présenter le nouveau coloris du mois de novembre qui durera jusqu'à début janvier, donc c'est le coloris éphémère de la boutique. Et je vais vous parler aussi des actualités de la boutique, puisque j'ai appris une bonne nouvelle que j'ai partagée sur sur la plupart de mes réseaux d'ailleurs, mais que j'ai pas encore partagée ici, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo pour celles que ça intéresse. Alors on commence par parler de ce que je porte. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous suivez assidûment les podcasts. C'est la Hinterland Dress de Sous Liberated, qui est une robe que j'étais en train de coudre dans les autres épisodes, c'est pour ça que je dis ça. Je vais vous mettre des vidéos que j'ai de la robe portée debout, parce que comme ça je peux vous en parler en restant assise, c'est plus pratique pour moi. Donc c'est une robe que j'ai cousue dans un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et j'ai pas trop d'infos sur le tissu parce que je les ai pas prises quand j'ai acheté le tissu. Et après coup je me suis dit que j'aurais dû les avoir. Donc il faut que j'aille voir peut-être que sur le site de Mondial Tissu je pourrais retrouver les infos. Je les ai retrouvées pour un autre des tissus que j'avais déjà acheté là-bas. Mais en gros c'est du coton, c'est tissé et c'est un tissu qui est assez épais. Je pense que c'était pour de l'ameublement ou faire des nappes ou des choses comme ça. Il était rangé dans les tissus un peu en jacquard, donc assez épais. Et donc à carreaux comme vous pouvez le voir, avec des couleurs un peu automnales. Donc je vais commencer par vous parler du patron. Et après je vous parlerai de ce que je pense de ma version. Donc pour ce qui est du patron, je l'avais choisi parce que j'avais envie de me remettre à la couture, mais que je suis pas très forte en couture, je m'y connais pas très bien et j'ai vraiment besoin qu'on me prenne par la main et que ce soit des projets assez faciles, sinon le résultat est pas forcément joli et ça me décourage. Donc j'avais choisi ce patron dans cet objectif là et je suis super contente parce que il remplit tous les critères. Il est vraiment très facile à coudre, très bien expliqué. C'est un patron en anglais, mais je comprends l'anglais, donc si vous comprenez l'anglais, c'est vrai que si vous comprenez pas ça va pas être bien expliqué, mais si vous comprenez l'anglais, vraiment c'est très fluide. Elle va vraiment dans les détails de conseils, d'instructions, de réglage de votre machine pour pouvoir obtenir la bonne longueur de point, la bonne largeur. Les marges de couture aussi, ça j'ai bien aimé. Elles sont de 1,6 cm, donc en fait c'est en inch, mais du coup en centimètres ça vous donne 1,6. C'est toujours converti de façon centimètre-inch, vous n'avez pas à faire le calcul. Et j'ai vachement aimé le fait de coudre avec une grosse marge. D'habitude je couds souvent avec 1 cm de marge de couture parce que c'est souvent ce qu'il y a recommandé dans les patrons, enfin inclus dans les patrons. Et là j'ai trouvé ça vraiment agréable d'avoir cette grande marge de couture et du coup au niveau du porté, j'avais peur que ça fasse trop de tissu et c'est pas du tout gênant. Donc voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme difficulté dans le patron, je dirais que ça va être les pinces, parce que vous avez 2 pinces poitrine, mais encore une fois c'est vachement bien expliqué comment vous devez coudre. En fait elle explique que vous ne devez pas coudre tout droit sur la ligne de pince, mais un peu courbé en arrivant à la pointe de la pince pour pas que ça fasse une sorte de pointe justement sur votre robe et donc recourber le volume. Donc pareil, ça je le savais pas du tout et tous les patrons que j'ai cousus qui incluaient des pinces le précisaient pas, donc j'ai trouvé ça vraiment appréciable qu'elle le fasse. Et puis sinon c'est vraiment assez rapide. Vous avez 2 pièces pour le devant, 2 pièces pour la jupe, enfin pour le haut et 2 pièces pour la jupe.
Vous avez des poches et je dirais que le truc le plus technique ça va être, ça a été de faire les finitions au niveau du col et des emmanchures. Moi j'ai fait la version sans manche du coup, mais vous avez aussi des versions, une version manche courte et une version manche 3/4 dans le patron. Et j'ai fait la version sans bouton aussi parce que j'avais pas envie du tout de me compliquer la vie. Mais si vous préférez le look ou voilà, vous avez aussi la possibilité de faire des boutons seulement sur le haut ou sur toute la robe. Ça c'est vous qui décidez, donc vous avez quand même pas mal d'options différentes pour pouvoir styliser avoir un rendu un peu différent. Moi mon idée, comme je le disais dans le dernier épisode de podcast, c'était de faire la robe sans manches parce que déjà j'avais pas tout à fait assez de tissu pour la faire avec des manches. J'aurais pu faire des manches courtes mais pas des manches 3/4. Et aussi parce que je me disais que c'était c'était une façon de la porter toute l'année. Parce que là, vous voyez, je la porte avec un t-shirt en dessous. C'est un t-shirt, c'est un sous-pull qui est fait exprès, qui est thermique, qui est fait exprès pour tenir chaud. Et du coup, c'est tout à fait agréable à la mi-saison. Et je mets, quand il fait un peu froid ou que je sors dehors, je mets un gilet par-dessus, souvent un gilet en laine. Et je me dis que s'il fait très froid, je pourrais mettre un pull par-dessus et des collants en laine ou quoi. Donc je peux la porter en hiver et je peux aussi la porter en été, donc sans t-shirt, juste comme ça. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là. Je regrette pas du tout d'avoir choisi cette version. Ce qui m'embête un peu plus, mais je crois que c'est surtout dans ma tête, c'est le rendu du tissu parce que après l'avoir cousu, je me suis dit quand même que ça fait un peu... j'arrive pas à me le sortir de la tête. J'ai un peu l'impression d'avoir un tablier de cuisine sur moi. Et je l'ai dit à plusieurs personnes qui m'ont dit « Je vois pourquoi tu dis ça, mais c'est pas le cas. » Mais du coup, comme ça rentre dans ma tête, j'aime bien et j'aime bien la porter. Mais il y a des fois où je me regarde et je me dis quand même, on dirait un peu que t'es en train de faire la cuisine. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que j'adore les carreaux, mais que ce genre de carreaux-là, où vous voyez, il y a des variations entre la taille et il y a plein de couleurs. Moi, ça m'évoque un peu trop les tissus de cuisine, les torchons, les tabliers, les nappes, etc. D'ailleurs, je pense que c'était un tissu pour faire une nappe. Mais je la porte quand même. Je la porte quand même et je l'ai portée plusieurs fois et j'aime beaucoup la porter. Et puis surtout, c'est la première version du coup que je fais de ce patron. D'ailleurs, en modification, j'ai raccourci un petit peu la longueur. Il y a deux longueurs de jupe possibles. Il y en a une vraiment longue, genre cheville. Au début, c'est ce que j'avais fait en me disant je raccourcirai si ça me plaît pas. Et ça me plaisait vraiment pas. Ça faisait vraiment très très classique, un peu presque mormon. Donc j'ai décidé de raccourcir un peu. Donc j'ai raccourci là où il y avait le cran, là où dans le patron c'est indiqué pour la version courte. Et c'était encore un tout petit peu trop long parce que c'était en dessous du genou ou juste au niveau du genou. Et j'avais vraiment envie que ce soit un tout petit peu au-dessus du genou, justement pour que ça soit un peu moins tablier de cuisine, je pense. Et du coup, je l'ai raccourci de quelques centimètres. Mais donc ce que je disais, c'est que c'est ma première version et que j'ai déjà envie de faire une deuxième version de ce patron parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le coudre et que je pense que c'est une des forme de robe qui me plaît le plus, ce qui est très facile à porter et que je pourrais facilement associer avec des pulls ou des gilets en tricot. Et donc pour ma prochaine version, je reste sur l'idée du Vichy, des carreaux du coup, mais plus Vichy. Et j'hésite beaucoup, là je suis en train d'épier tous les sites de vente de tissus en ligne parce que je suis allée voir au marché Saint-Pierre à Paris et il n'y avait pas ce que je voulais. Et j'ai fait même les magasins autour parce que c'est un quartier où vous avez énormément de magasins de couture et je me disais bon bah si je trouve pas là-bas quand même c'est bizarre quoi, j'étais sûre de trouver là-bas. Et en fait j'ai fait le marché Saint-Pierre, les coupons de Saint-Pierre et puis tous les trucs autour, je sais plus comment ça s'appelle mais que des trucs de tissu quoi. Et j'ai pas du tout trouvé le style que je voulais et du coup sur internet il y a beaucoup plus de choix et il y a beaucoup plus de choses qui ressemblent à ce que j'ai en tête. Mais j'ai du mal à sauter le pas parce que je me rends pas compte de la couleur et de la taille des carreaux à travers mon écran. Donc j'ai quand même fait une présélection. En gros, je voudrais des couleurs à peu près automnales, soit du Vichy, marron, ocre. C'est un peu comme cette robe-là si c'est ocre. Soit j'ai vu marron et bleu, j'ai trouvé ça très joli, bleu foncé.
voilà, on verra si je passe commande. J'attends quand même parce que j'ai prévu d'aller rendre visite à ma mère qui habite dans une plus petite ville où il y a des grands magasins de tissus. Du coup, je pense qu'il y a un Mondial Tissu ou des trucs comme ça qu'on n'a pas ici à Paris puisqu'il n'y a pas trop de grands magasins. On n'a pas des... Qu'est-ce qui nous manque ici? On n'a pas de Leclerc par exemple, donc ça c'est un peu embêtant. Et on n'a pas non plus de Mondial Tissu. Ou alors il faut aller loin et comme j'ai pas de voiture, j'ai pas du tout envie de faire 1 heure de transport pour aller chercher du tissu. Donc j'attendrai d'aller voir ma mère, mais voilà, j'ai déjà en tête cette possible deuxième version de ce patron que j'aime beaucoup. Et concernant la couture, du coup, dans un des derniers épisodes de ce podcast, il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait gentiment conseillé, et je la remercie, de tenir un carnet de couture. Elle m'avait dit, je crois qu'elle ne l'avait pas fait tout de suite et qu'elle regrettait parce que ça l'a beaucoup... oui, ça l'a aidé, je crois, à vraiment progresser en couture. Donc, j'ai fait la bonne élève et j'ai suivi son conseil. Donc j'ai pris un carnet qu'une des clientes de la boutique m'a offert très gentiment, qui travaille dans des musées et du coup elle avait pas mal de carnets de musée. Donc j'ai pris celui-ci qui d'ailleurs est... je ne sais pas qui est l'artiste qui a fait... attendez, je vais vous dire. Oula Kees van Dongen, j'espère que je le dis bien, et c'est la Parisienne de Montmartre, je n'ai pas lu le titre. Donc dans ce carnet, j'ai commencé à noter mes projets de couture. Enfin, c'est surtout en fait noter avec un échantillon du tissu que que j'ai utilisé du coup, pour pouvoir se souvenir un peu de ce qui marche et ce qui marche pas pour tel projet. Donc là j'ai mis un carré du tissu de ma robe. Et il faudrait que je retrouve les infos du coup sur le grammage parce que je la trouve légèrement trop... Je trouve ce tissu légèrement trop épais et pas assez fluide pour une robe. C'est peut-être aussi pour ça l'effet tablier. Donc c'est ce que j'ai noté. Et puis les petites modifications que j'ai fait sur le patron que je vous ai dit. Tomber trop rigide. J'ai appris dans ce patron une astuce que j'ai trouvé super, c'est que quand vous coupez vos pièces, des fois vous avez des tissus où on voit pas bien l'endroit, enfin on différencie pas bien l'endroit de l'envers. Donc quand vous coupez vos pièces, elle conseillait de mettre un petit bout de scotch, donc de masking tape, vous savez les scotch à motif, sur l'envers de vos pièces coupées. Comme ça après, quand vous les reprenez et que ça fait peut-être 1 semaine que vous les avez coupées, vous retrouvez facilement le sens des pièces. Et les finitions donc en manchure et colle, donc je vous ai dit que c'était un peu la partie compliquée parce qu'il y a pas mal de replis, mais du coup la finition est hyper jolie et en soi pas si difficile à faire si vous prenez le temps. Les pinces et les marges de couture. Voilà, donc je vous ai tout dit. Et j'ai aussi fait une petite page projet pour un tote bag que j'ai cousu il y a quelques épisodes. Où là pour le coup j'avais retrouvé le grammage et c'était 150 grammes par mètre carré et là pour le coup je pense que c'est plus adapté à une robe, donc j'imagine que celui-ci de tissu est plus épais, mais je vais essayer de retrouver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ce que je porte et cette robe. C'est pas tout ce que j'ai à vous dire en couture, mais je vous reparlerai de mes projets en cours tout à l'heure pour la couture. Et je vais vous parler maintenant de mes projets terminés. Donc j'ai un projet terminé qui est mon projet filage, dont je vous ai parlé régulièrement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc le voici. C'est cet écheveau, donc il fait 100 grammes, un tout petit peu moins, mais on va dire 100 grammes. Et pour 315 mètres, donc c'est une épaisseur sport, plutôt épaisse, un peu plus épaisse que le précédent que j'avais fait. Donc si vous voulez vraiment toutes les étapes en détail, je vous invite à aller voir les précédents épisodes, mais je vais vous résumer ici ce que j'ai fait. Donc j'ai teint de la fibre Haider, de la fibre peignée, que j'ai teint un peu en freestyle, et ensuite je l'ai divisé pour faire une sorte de technique donc, qui s'approche du filage fractal. Donc c'est une technique qui vous permet d'obtenir des
des rendus de couleurs assez sympas. Et donc là vous pouvez le voir justement, moi j'aime beaucoup le rendu des couleurs, je le trouve très joli. Au début j'avais peur que ce soit trop fondu et qu'on voit pas les nuances de la laine. Et en fait je trouve ça très joli que ce soit fondu comme ça. Et j'aime beaucoup, donc on a pas mal de rose, de bleu, de violet et un tout petit peu d'orange parfois. Mais du coup c'est vraiment très... Enfin je vous montre de l'autre côté là. Là il y a plus de bleu, je suis vraiment très contente. Je l'aime beaucoup. J'ai essayé cette fois-ci de retordre un peu plus mon fil. Donc quand vous filez, vous faites un premier fil, puis un deuxième. Si vous voulez, vous pouvez en faire un troisième, un quatrième. Moi j'en ai fait 2. Et après vous les retordez ensemble pour obtenir un fil, donc un 2 brins. C'est pour ça aussi que vous voyez des nuances de couleurs. Là si vous regardez le fil, il y a 2 brins retordus ensemble. Et j'ai essayé donc au moment où on les retord ensemble de mettre un petit peu plus de torsion dans mon fil parce que mon précédent projet filage j'en ai pas mis assez et c'était parfait. Le risque quand vous faites ça c'est d'avoir un écheveau qui se tord et qui est trop retordu justement. Et c'était après blocage, avant le blocage il était un tout petit peu tordu. Je l'ai fait tremper dans l'eau tiède et sécher enfin tout seul quoi, sécher sur le séchoir, enfin sur l'étendoir, et j'ai pas mis de poids ou de choses pour le tendre, pour le remettre droit quoi, et en fait ça s'est remis droit tout seul. Donc très contente, et j'ai déjà pensé au projet que je voulais tricoter avec, mais je me suis retenue de le commencer parce que je voulais vraiment vous montrer le rendu en écheveau. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un échantillon que je vais vous montrer. Donc le voici, je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai même pas mesuré en fait, c'était juste pour plus pour le rendu de la couleur en fait. Mais du coup il roulotte un petit peu. Après pour la couleur ça va différer parce que là je pense que là c'était une zone qui était très bleue, donc ce sera pas bleu comme ça partout. Mais au moins ça me donne une idée du rendu et de la régularité du point, qui est du coup pas hyper régulier, mais en fait il est très régulier pour ce que je voulais, et il a les irrégularités caractéristiques du filage à la main, mais c'est parfait par rapport à ce que je pouvais espérer quoi, je vous le remontre. Et pour le projet du coup que j'ai décidé de faire avec, je veux le faire dans un bonnet, donc c'est le Alpine Bloom Hat de Caitlin Hunter, donc il y a un bonnet avec du jacquard. Et je voudrais faire les fleurs dans mon écheveau de laine filet main. Et pour le fond du bonnet, j'aimerais trouver un bordeaux. Donc je vous montre le bordeaux que j'aimerais. Mais en fait ça va pas être lui parce que lui il est trop fin. Faut que je vérifie, mais je pense qu'il est trop fin. Donc voilà, les deux ensemble je trouve que ça marche super bien. Et puis c'est un peu mes couleurs quoi, ça ira bien avec comment je suis habillée aujourd'hui. Et là ça c'est un mini écheveau de la marque Urso, qui est une marque canadienne qu'une cliente m'avait très gentiment offert, qui était venue à Paris pour un voyage et qui m'a acheté de la laine et m'a ramené de la laine du Canada. Mais il me semble que c'est une épaisseur fingering, mais quand je la regarde elle est quand même assez épaisse. Attendez, j'essaye de les mettre à côté les 2 brins. Franchement c'est pas si éloigné que ça, je me dis que peut-être ça peut marcher. J'essaie de vous montrer, j'espère que vous voyez l'épaisseur des 2 brins, c'est pas si éloigné. Après peut-être que là j'ai pris un brin plutôt fin de mon écheveau filet main. Bon, il faudrait que je teste, mais en tout cas je veux faire ce modèle là dans ces couleurs là. Et donc j'ai déjà les cheveux pour les fleurs et je vais chercher la meilleure option pour le fond du bonnet. Voilà pour mon mon seul d'ailleurs projet terminé, parce que tout le reste c'est des projets en cours. J'en ai plein et en ce moment je suis un peu multi-tâches, donc ça avance tout doucement, mais ça avance, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer, j'ai prévu quoi? Je vais commencer par le tricot, parce qu'on n'a pas encore parlé de tricot et c'est quand même un podcast tricot, donc je vais commencer par le tricot. Alors en tricot j'ai 2 en cours. Le premier c'est mon pantalon Solo Trousers de Le Pull, qui est un projet qui a beaucoup suscité d'étonnement et pas d'étonnement mais d'intérêt dans le sens curiosité chez vous.
et qui est la raison pour laquelle je le fais, c'est que ça m'a tiqué ma curiosité à moi aussi. Donc voici mes avancées. Depuis la dernière fois, je crois que j'ai pas mal avancé. Parce que la dernière fois, il me semble qu'il avait même pas ces 2 poches. Donc là, alors, tenue comme ça ressemble un peu à rien parce que c'est des côtes 2-2. Mais je vous jure que porter, c'est joli. Donc c'est un pantalon en côte 2-2 avec des poches au niveau des hanches. Et j'en suis au... Vous voyez, là, j'ai avancé la jambe gauche un peu plus que la jambe droite. Quand je termine une pelote, je change de jambe. Comme ça, je peux l'essayer et j'ai pas une jambe longue et l'autre complètement à la cuisse, quoi. Comme ça, je peux un peu mieux... Enfin, ça me motive un peu plus à avancer. Je pense que ça évitera le syndrome de la deuxième jambe, qui est un syndrome très peu connu, parce que c'est souvent le syndrome de la deuxième manche ou de la deuxième chaussette. Bah, je lance officiellement le syndrome de la deuxième jambe. Ce que j'ai à vous dire dessus, c'est que là, je suis à la partie vraiment sympa où j'ai juste à faire mes côtes de 2 en rond, sans réfléchir, à aller au bout de ma pelote. Donc c'est un tricot très agréable qui va quand même assez vite parce que c'est en aiguille 3,5. Enfin 3,5 c'est pas si épais que ça, mais moi je tricote lâche, donc en fait c'est surtout l'épaisseur de la laine qui est de la Peer Gynt. Et alors je participe à un tricoté où il y a une personne qui parle la langue, je ne sais même pas quelle langue c'est, norvégien je pense, qui parle le norvégien et qui a essayé de m'apprendre à prononcer la Peer Gynt. J'ai pas du tout réussi, c'est assez... Bon, je dis Peer Gynt, voilà. En tout cas, je dis plus Peer Gynt, parce qu'avant je disais Peer Gynt. Non, c'est plus Peer Gynt, mais c'est toujours pas ça. Donc c'est de la Peer Gynt de Saint-Nesgarn, qui est dans le coloris tweedé avec les tweeds multicolores. C'est une laine plutôt rustique, mais j'ai pas été gênée par le toucher au niveau du pantalon quand je l'ai essayé. Après, à voir, peut-être qu'au bout d'un moment ça peut me gêner, j'espère que non. Mais de toute façon, c'est plus un pantalon que je mettrai pour sortir. J'ai l'impression que ce sera pas forcément un pantalon, enfin ce sera pas du tout un pantalon de pyjama, c'est sûr. Mais même pour peut-être un pantalon d'intérieur, mais en vrai je le trouve assez habillé, donc bref. On verra, de toute façon, je vous dirai. En vrai, il n'y a plus qu'à, et je vous mettrai des photos portées quand tu auras un petit peu plus de jambes, parce que ça me gêne un petit peu de vous mettre des photos avec les jambes hyper courtes encore. Mais je voulais quand même vous montrer mes avancées. Donc comme vous pouvez voir, il se tricote du haut vers le bas. Je rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes que vous avez un élastique au niveau de la taille. Donc un peu comme en couture, quoi. Vous tricotez votre bande de taille. Ensuite vous insérez l'élastique et vous repliez votre bande de taille. Puis vous continuez le pantalon. Donc là, hop, j'ai un élastique qui va me permettre de maintenir le pantalon sur mes hanches. Et la seule difficulté, le truc qui prend un petit peu la tête, mais franchement ça va, c'est les poches. Donc vous devez relever des mailles, tricoter vos poches en formant le côté de la poche là. Et ensuite coudre la poche pour que ce soit assez... je me suis bien appliquée sur la couture pour pas que ça gondole ou pas que ça se voit trop. La couture côté, en vrai, ça allait très bien. Et à ce niveau-là, c'est en fait vous récupérez en même temps que vous faites votre jambe. Vous tricotez vos mailles ensemble avec les mailles de la poche. Donc il faut juste avoir à peu près la même longueur. Le mieux c'est d'avoir exactement la même longueur des deux côtés. Je garantis pas que ce soit le cas pour moi, mais à peu près. Voilà pour le premier projet en cours, tricot. Et je vais vous parler tout de suite du deuxième projet en cours tricot. Et on va du coup faire un pont parce que je le tricote dans le nouveau coloris de la boutique que je vais aussi vous présenter dans la foulée. Donc mon deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes. Oups, j'ai fait tomber mes aiguilles, c'est pas grave. Ce sont des chaussettes, j'ai déjà tricoté la première, donc je peux vous la montrer. La voici, donc c'est une taille 43, donc c'est pour offrir à mon copain. Je me suis basée sur le patron des So Basics Socks de Summerly Knits, qui est un patron gratuit. Qui explique comment faire des chaussettes de base. Elle explique très bien, elle explique vraiment, je pense, pour les débutants qui n'en ont jamais fait. Moi, je me suis juste basée avec les noms de mailles, etc. parce que
J'ai déjà fait pas mal de chaussettes, donc j'ai pas besoin d'aller voir les vidéos et tout, mais il y a des vidéos pour chaque étape. Donc si vous avez jamais fait de chaussettes, allez voir le patron des So Basic Socks. Par contre, il est en anglais, mais il y a des vidéos à chaque étape, vraiment, et elle explique comment les faire en Magic Loop. Moi, je l'ai fait en double pointe. Vous pouvez voir là. J'en ai perdu une, donc j'en utilise plus que 3 et en même temps, et je tricote avec la 4e. Normalement, vous en avez 4 et vous tricotez avec la 5e. Et je préfère, c'est la meilleure manière pour moi de faire des chaussettes, c'est en double pointe. Et ça commence déjà à me faire mal dans le dos de la main, parce que j'ai un peu forcé aussi, j'ai beaucoup tricoté ces derniers jours. Mais bref, je le fais en donc, aiguille double pointe et 2 mm. Parce que je tricote lâche et que j'aime bien que mes chaussettes soient serrées. Et puis surtout parce que, peut-être que vous le savez, mais dans les bases que je propose dans ma boutique, il n'y a pas de nylon. Et du coup, il faut que ce soit serré si vous voulez que ce soit solide. Après, ce sera peut-être plus des chaussettes à porter à la maison, enfin à l'appart, ou... Enfin, pas pour faire des randonnées quoi. Mais à part ça, je pense que ça va être relativement solide. Surtout que j'ai fait un talon renforcé. Du coup, c'est ce qu'elle conseille, hein, Summerly. Mais avec le talon renforcé, je pense que ça, pareil, ça fait une double épaisseur sur le tissu. Donc ça renforce. Et voilà, après, c'est des chaussettes très classiques. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce coloris que vous pouvez voir là, qui est donc le nouveau coloris de la boutique, qui est le coloris granit, enfin que j'ai nommé granit en référence au granit, tout simplement, parce que j'ai pris une photo que je vous insérerai à l'écran pendant mes vacances en Bretagne de granit, enfin d'une pierre qui était sur la plage et qui était vraiment très jolie avec plein de nuances autour du marron, du gris et du jaune parce qu'il y avait du lichen dessus. Ouais, du lichen on dit. Ça s'écrit CH, donc j'espère que je me trompe pas. Et en fait j'ai appris que c'était du lichen, moi je voyais juste des petits champignons, mais enfin ça fait du jaune. Et je trouve que le jaune et le gris ça va hyper bien ensemble, donc ça m'a attiré l'œil, j'ai pris la photo. Je l'ai mis en story, il y a 2 d'entre vous je crois qui m'ont dit « Ah ça serait joli pour un coloris » et j'étais là « Oui, j'ai déjà ça en tête ». Mais ensuite je l'ai pas fait tout de suite parce qu'il y avait déjà un coloris en cours à ce moment-là je crois. Donc j'ai fait mes petits essais pour essayer d'arriver à un rendu qui me plaisait et je suis arrivée au rendu que vous voyez sur cette chaussette et que je vais vous montrer en échantillon. Que j'adore. Vraiment j'adore ce coloris et pourtant je suis pas très gris normalement. Mais j'avais très envie pour le mois de novembre de vous proposer un coloris plus neutre et moins vibrant que les coloris que je propose habituellement. Parce que si vous allez voir sur ma boutique ou sur mon compte Insta, j'étais plutôt partie sur des coloris flash. Et moi je suis très influencée par les saisons. Et là comme on arrive en hiver, la boutique a ouvert en avril. Donc c'était le moment où c'était flash. Mais là on arrive en hiver et j'ai vraiment... J'ai envie de coloris plus sombre, donc je pense que c'est ce que je vais proposer cet hiver. Je vous les montre en écheveau sur les 3 bases de la boutique et je vous reparle un petit peu des 3 bases de la boutique parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Donc je propose 3 bases qui sont toutes non traitées superwash et sans matière synthétique, donc sans nylon, sans acrylique, sans polyester. La première c'est une base lace, donc c'est vraiment un métrage lace, donc comme le mohair et soie que vous pouvez connaître, sauf que c'est pas du mohair, c'est de l'alpaga, donc il y a 65% de suri-alpaga et 35% de soie, ce qui vous donne un halo, mais que vous voyez peut-être là. Vous vous rendez peut-être compte, le halo poilu est beaucoup plus bouclé et moins, les poils sont moins longs que le mohair et du coup je trouve que hop, je fais tout tomber. Et du coup je trouve que c'est plus agréable au toucher et que c'est moins piquant. En tout cas moi je le supporte mieux et ma sœur qui est assez sensible à la laine le supporte bien aussi, donc c'est un bon crash test. Donc le voici dans la base nuage 800. Le voici, le coloris granit dans la base 100% mérinos, non superwash. Donc ça c'est pour le coup une base mérinos plutôt classique parce que c'est une épaisseur fingering. Donc il y a 400 mètres au 100 grammes. C'est 20 microns et demi, donc elle est vraiment très douce et moelleuse. Et elle est non traitée superwash, donc elle a beaucoup plus de tenue qu'une laine traitée superwash qui va un peu s'allonger au blocage et être un peu plus molle.
Là vous avez plus de gonflant et puis c'est plus chaud et voilà. Après, si vous avez déjà tricoté du non superwash, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il faut essayer. Mais moi, je préfère vraiment largement. Donc, je vous montre un peu toutes les nuances en écheveau. Et dernière base de la boutique, c'est la base rustique. Donc là, pour le coup, c'est une base beaucoup plus rustique, avec un toucher beaucoup plus sec, qui est dans une épaisseur sport / DK, parce qu'elle fait 253 mètres au 100 grammes, donc c'est quand même un sport épais. Et en plus, elle gonfle pas mal, parce qu'elle est non traitée et qu'elle est naturelle. Donc au blocage, elle va pas du tout... Enfin, vos projets vont pas s'allonger non plus. Mais du coup, ouais, c'est entre sport et DK, ça dépend un peu de votre échantillon. Et c'est une base qui est 100% française. Donc les moutons qui ont été tondus pour fabriquer cette laine ont été élevés en France. Et je vous montre derrière l'étiquette, parce que je cherchais les nuances, elles sont là. Voilà, donc c'est la base 100% française de la boutique, que je vous invite à tester. Après, c'est vrai que c'est difficile de tester sans avoir touché. Mais je vous le rappelle du coup ici, si jamais vous passez commande dans la boutique, n'hésitez pas à m'écrire pour me demander si vous voulez un échantillon, soit de la base rustique pour pouvoir justement la toucher, soit d'un coloris pour pouvoir le voir en vrai, et je vous envoie plusieurs, 2, 3, 4 petits fils, enfin pas très longs, enfin c'est vraiment un échantillon, vous ne pourrez pas tricoter avec, mais c'est vraiment pour pouvoir toucher ou voir la couleur, il n'y a pas de souci du tout, je fais ça avec plaisir. Donc voilà pour Granit. Pour rappel, c'est un coloris éphémère, ça veut dire qu'il est disponible jusqu'au 2 janvier, après il ne le sera plus, et que je le teins à la précommande, donc il y a un petit peu plus de délai quand vous commandez. En général, j'ai écrit 4 semaines maximum, c'est vraiment maximum, mais voilà, vous commandez, moi il me faut le temps du coup de teindre, que ça sèche, et ensuite je peux vous l'envoyer. Donc voilà, il y a un petit peu plus de délai que les autres coloris de la boutique qui sont tous en stock. Après, pour les délais de livraison, je le rappelle aussi ici, des fois je me sens un peu coupable parce que j'envoie pas les commandes, j'ai l'impression que je les envoie pas assez rapidement et que ça va être frustrant pour vous. En fait, ça dépend vraiment de mes semaines, parce que comme j'ai aussi un travail à temps partiel à côté, il y a des semaines où en fait les envois, ça dépend aussi au moment où vous passez commande, mais si vous passez commande et que les jours d'après, en fait, je serai pas là enfin pas disponible pour les préparer parce que je serai à mon autre travail, bah ça décale, et puis après s'il y a le week-end entre temps, ça décale de quelques jours et moi je me sens mal, donc je le rappelle ici. Et puis je l'ai rappelé aussi sur le site, et puis en vrai il n'y a que moi qui me sens mal, j'ai jamais eu de réflexion. Mais je le rappelle quand même que j'en vois pas dans la journée, ça prend quelques jours le temps que je prépare le paquet et puis que je l'emmène à la poste. Vous vous en doutez, mais je voulais quand même le rappeler. Il fait de plus en plus sombre, j'espère que c'est pas embêtant pour vous. J'ai essayé de tourner pas trop tard, enfin de filmer pas trop tard, mais visiblement le soleil, on commence à rentrer dans la phase de l'hiver. Donc pour ce qui est de Granit, je me rends compte que je vous ai pas vraiment décrit le coloris que je voulais faire. Donc je le reprends, je vous décris rapidement. C'est un gris avec énormément de speckles donc là sur l'échantillon vous l'avez en 100% mérino et en dessous il est doublé avec le mohair. Après c'est vraiment une petite partie de l'écheveau, donc vous vous rendrez, enfin sur un gros projet ça sera pas forcément, vous devez en douter, ce sera pas exactement les mêmes taches de couleurs aux mêmes endroits, mais en gros c'est une base de gris avec beaucoup de speckles, de marron, de jaune, d'ocre, il y a vraiment pas mal de nuances. Et c'est un coloris que pour lequel j'ai testé plusieurs façons de faire, et je suis vraiment très contente d'être arrivée à ce résultat parce que c'était pas gagné, et je sens que j'ai appris beaucoup en essayant de... Enfin, j'ai appris des nouvelles techniques en fait au niveau de la teinture, donc je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais en tout cas je voulais le partager avec vous quand même. On va enchaîner sur mon projet en cours filage, puisque du coup, après avoir terminé cet écheveau-là, j'ai eu envie de tester le filage fractal, donc ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais avec une mèche de fibres beaucoup plus nuancée, beaucoup plus contrastée. Donc j'ai teint toujours la même laine, la Haider peignée. J'ai teint 100 g de laine, donc je vous montre là
le rendu. Là vous n'avez pas les 100 grammes parce que j'ai déjà commencé à l'affiler. Mais en gros vous avez une partie violette, aubergine vraiment foncée au début, puis une partie rouge. Un rouge assez vif, d'ailleurs un peu trop vif. J'aurais aimé un rouge un peu plus marron, mais j'ai fait des tests, donc voilà. Et ensuite une partie jaune un peu ocre. Donc voilà, l'idée c'est de faire donc, la technique du filage fractal. Donc comment j'ai fait? J'éteins mes 100 grammes que j'ai ensuite divisé en deux. Donc il y aura 50 grammes pour le premier fil et 50 grammes pour le deuxième fil. Dans les 50 grammes pour le premier fil, j'ai encore divisé en deux. Donc je file d'abord les 25 premiers grammes, avec d'abord le violet, puis le rouge, puis le jaune. Et ensuite les 25 deuxièmes grammes, donc il y aura encore une alternance de violet, rouge, jaune. Donc ça sera mon premier fil, donc ça fera violet, rouge, jaune. Et pour mon deuxième fil, j'ai prévu cette fois-ci de diviser donc cette mèche-là en plein de petites mèches. J'ai pas encore décidé combien. Je pense le faire le plus petit possible, mais je sais pas combien. Peut-être 10, 12, je sais pas. Mais vraiment plein de petites mèches pour pouvoir avoir une alternance violet, rouge, jaune, etc. Beaucoup plus fréquente avec des parties violettes, des parties rouges et des parties jaunes beaucoup plus petites. Et ce qui fait que normalement, quand je vais réunir mes deux fils ensemble, j'aurai le rendu du filage fractal un petit peu, je dirais en cas d'école, parce que là je suis vraiment allée très fort dans le contraste entre les trois couleurs et j'ai bien dosé la quantité de pigments en termes d'intensité de saturation. Pour vous donner une idée, en général les coloris que je fais par exemple dans la boutique, qui sont déjà assez saturés, ils sont à 1% d'intensité. Là on est à 3% d'intensité, donc 3 fois plus. Donc c'est vraiment très marqué. Et le rouge est, comme je vous ai dit, un peu trop vif à mes yeux, à mon goût, mais bref, c'est pour la science, c'est pour l'expérience. Et du coup, ça me permettra vraiment de voir ce que ça fait un filage fractal. Donc j'ai commencé déjà à filer mon premier fil et j'ai mis vachement de temps à retrouver la fluidité du filage avec mon rouet et retrouver ma régularité dans le fil. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas filé, mais je crois que j'ai pas filé pendant 2 semaines à peu près. Et bah en 2 semaines j'avais perdu le mouvement. Donc bon, j'y suis finalement arrivée, mais j'ai toute une partie de violet, puisque j'ai commencé par le violet, qui est un peu, comment dire, un peu brouillon. Mais disons que c'est pas très grave et que au pire je couperai quand je réunirai mes fils. Et ça ira très bien. Donc voilà pour le projet en cours filage. Je vous montre pas ma bobine parce que j'ai pas fini de filer la première partie. Enfin j'ai encore de la laine à filer qui pend du rouet, enfin du fil quoi. Il y a le fil et puis il y a la laine à filer. Et du coup j'ai pas envie de l'enlever du rouet de peur de l'abîmer. Mais je vous mettrai une photo, tiens j'ai pris une photo donc je vous mettrai une photo de ce que ça rend sur la bobine du rouet, mais on voit bien vraiment très bien les démarcations entre les trois couleurs, donc c'est ça que je voulais, parce que pour le rose, si vous vous souvenez, la bobine était beaucoup plus nuancée, bah vous en doutez. Voilà pour mon projet en cours filage. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'ai pour projet j'aimerais beaucoup faire un yoke en jacquard avec de la laine que j'ai filée. Mais vu que les couleurs là sont pas exactement celles que j'imaginais, je suis pas sûre de le faire avec cet écheveau que je suis en train de filer. Et en même temps, comme le rendu est jamais celui auquel on s'attend, si ça se trouve, je vais avoir une bonne surprise. Mais voilà, je pas encore de projet pour ce projet filage. D'ailleurs, je pense que c'est un peu caractéristique du filage, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer le projet qu'une fois que vous avez fini votre écheveau, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va rendre. Donc pour l'instant, il faut juste profiter des heures que j'ai à passer devant mon rouet. Et dernier projet en cours dont je vais vous parler, c'est mon projet couture. Donc j'ai pas encore commencé à coudre, j'ai juste coupé les pièces, mais je vais pas vous les montrer coupées parce que ça sert à rien je pense, et puis moi ça va tout me les déplier. Je vais vous montrer le tissu. Donc c'est ce tissu là que je vous avais déjà montré, que j'ai acheté chez Mondial Tissu, que j'aime énormément. J'adore le motif et j'avais un gros doute sur le tombé du tissu parce qu'il est très fluide et mais en même temps il est super opaque et finalement je sais pas pourquoi mais mon doute est parti. Donc
laissons-le partir, de toute façon on verra bien. Parce que mon projet c'est de faire un pantalon avec. Donc je vais faire le Nini culotte de Named Clothing que j'ai déjà fait dans un autre tissu que je mets pas trop parce que il est un peu trop rouge et je sais pas, je le mets pas trop, mais j'ai envie de le refaire dans ce tissu beaucoup plus fin et beaucoup plus fluide et on verra ce que ça donne. C'est vraiment un pantalon très basique avec juste un élastique à la taille et assez large. Et comme j'avais plus de tissu quand j'ai placé mes pièces du pantalon, il me restait pas mal de place, j'ai eu envie de me faire un petit haut assorti avec le même tissu. Et j'ai coupé le haut de cette robe, justement, le haut de la Hinterland dress, en me disant que ça pourrait être joli de faire un haut un peu crop avec le pantalon taille haute, sauf que je me suis un peu plantée. Je voulais rallonger le haut de la robe, enfin le haut que j'ai coupé dans ce tissu, pour pas que ce soit trop crop non plus, parce que là il est quand même, la taille est quand même assez haute sur cette robe. Et je sais pas, j'étais dans ma lancée, j'ai oublié de le rallonger, j'ai placé mes pièces. J'ai coupé, donc on verra si c'est trop court, de toute façon c'est coupé, on verra. Et si vraiment c'est trop court, je pourrais peut-être rajouter un froufrou, mais vous savez, j'aime pas trop en fait. Je crois que j'aime pas l'idée, mais il y a des modèles comme ça où vous rajoutez une bande un peu plissée, mais j'aime pas, c'est pas mon style. Donc on verra, je me dis peut-être juste un empiècement, écoutez, je sais pas. On verra bien, mais j'ai tout coupé. Et il n'y a plus qu'à coudre et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça et surtout de me le montrer à moi. Et puis je suis très contente d'avoir retrouvé le Mojo couture. Vraiment, je me rends compte là en vous le disant que je couds. Je cousais pas du tout avant, j'ai quand même fait une robe et coupé le pantalon. Donc très très contente de ça et j'espère pouvoir progresser rapidement en couture aussi. Et je trouve que en fait j'ai trouvé mon équilibre si je sépare vraiment les moments, donc je coupe tout en une fois et ensuite comme ça je peux coudre en petites parties quand j'ai une heure par-ci par-là, mais tout est coupé quoi, parce que c'est vraiment cette partie là qui me freine, mais une fois que c'est fait, une fois que je me suis dit ce samedi matin là ça sera des coupes, avec un podcast ou une série, ensuite tout le reste est fluide. Donc je vois qu'il y a de moins en moins de lumière encore une fois, je vais finir dans le noir. J'ai fini de vous parler de mes projets en cours. J'ai prévu de vous parler rapidement de mes projets futurs, puisque il y a une nouvelle personne va arriver dans ma famille en janvier, donc je suis super contente et évidemment je vais lui faire des petites choses pour lui souhaiter la bienvenue. Donc j'ai vu avec les parents et surtout avec la maman un petit peu ce qui pourrait lui plaire. Alors j'ai sélectionné des patrons. Déjà le premier qui n'était pas une demande de la maman mais qui n'est pas négociable parce que c'est absolument trop mignon, ce sont les Tiny Toes Baby Socks, qui est un modèle de chaussettes pour bébé gratuit que j'ai vu dans le podcast de Josie Hobby, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis dans d'autres, il y a plein de personnes les ont faites. Quand elle les a montrées, c'était vraiment minuscule, trop joli. Donc je vais lui en faire, je pense que ça va pas prendre trop de temps, donc ça c'est sûr que j'en ferai. Ensuite j'ai repéré un modèle de combinaison pour le froid, enfin pour dormir ou pour la poussette ou quoi, qui plaît pas mal à la maman. C'est le modèle de Petite Knit, c'est le Selma's Slipsuit de Petite Knit. Moi là j'ai une interrogation sur la laine parce que oui, je fais de la laine, mais je vais pas tricoter avec mes laines. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas super wash. Et même si c'est assez facile d'entretien, je trouve, parce que la laine est naturellement antibactérienne. Donc, et puis moi, mes pulls, je les lave pas très souvent. Là, on parle quand même d'un petit bébé, donc forcément, j'ai pas envie de... Enfin, si je fais un cadeau aux parents et qu'ils doivent le laver à la main, je trouve ça pas très cool pour eux parce qu'ils auront déjà pas mal de travail. Donc je voudrais trouver de la laine qui passe à la machine et qui soit assez douce parce que les bébés ils ont une peau assez sensible, même si là ce sera pas même la peau, je pense qu'il aura un pyjama en dessous. Je veux quand même que ce soit doux. Donc je sais pas encore quelle laine je vais choisir, j'ai pas trop investigué. Peut-être que je regarde dans mon stage d'ailleurs, j'ai peut-être des trucs, mais si vous avez des recommandations de laine layettes qui sont bien,
je prends tout. Et le dernier projet que j'ai repéré, le patron que j'ai repéré, c'est la brassière Little A de Morissette C, qui est une designeuse française et elle fait pas mal de choses pour les enfants je crois, mais du coup j'avais jamais trop regardé parce que ça va être la première fois que je tricote pour des tout petits. Enfin non, presque. J'avais déjà fait quelques modèles de Langue avec Anna aussi. Et cette brassière, elle est avec un ours, je crois, dans le modèle. Mais je l'ai repérée parce que sur Instagram, elle a publié une photo où elle a fait une version un peu différente. Où elle a... Je suis désolée, il y a pas mal de gens qui klaxonnent. J'espère que ça vous gêne pas. Donc dans sa version sur Instagram, elle a brodé des petites abeilles. Et je trouve ça trop mignon. Et surtout, les parents, ils aiment bien, surtout le papa, aime beaucoup les abeilles, il a une sorte de passion pour les abeilles, donc je trouve ça assez sympa. Et puis un peu dans tous les modèles là que j'ai choisis, ce sont des modèles unisexes parce que on connaît pas le sexe, enfin je ne connais pas le sexe, et je ne le connaîtrais pas avant la naissance, et puis de toute façon c'est un peu une volonté des parents de pas tout de suite l'habiller soit en rose soit en bleu. Et donc je trouve ça bien parce que cette brassière avec les petites abeilles, elle rentre complètement dans les critères. Et donc pareil pour la laine, je sais pas encore. On va voir, j'ai du temps, mais quand même ça arrive vite janvier. Mais je pense que ça va vite de tricoter des tout petits trucs. Ah oui, et dernier projet par rapport à ça, ça va être de rentrer les fils de ce gilet là. Puisque, et c'est pas un cadeau, parce que vous pouvez le voir, c'est un gilet à rayures que je n'ai pas tricoté. Donc voilà. Je vous laisse apprécier le travail. Je suis désolée si ça vous crée des crises d'anxiété. Je sais pas comment je vais faire. En plus, les fils sont tout petits. C'est un gilet qui a été retrouvé par la mère de la maman et personne ne sait qui l'a tricoté, ni d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est pas terminé parce que les fils ne sont pas rentrés. Mais c'est hyper mignon, regardez. Les rayures, elles sont trop chou. Il faudrait aussi mettre des boutons parce qu'elle a pas mis les boutons. Est-ce qu'elle a fait les boutonnières? Je dis elle, mais ça se trouve c'est il, mais je pense pas, parce que vu l'époque. Oui, il y a des toutes petites boutonnières. Il faudrait mettre des petits boutons. Et donc je dis ok, je peux le faire, parce que personne ne sait faire. Et donc j'ai dit d'accord, je vais le faire, mais ça ne m'enchante pas, je l'ai mis de côté pour l'instant. Je pense que je vais le faire au crochet. Je me demande sinon, c'est même presque à la limite juste faire une tresse, comme une tresse africaine, là, avec tout du long. Mais ça va être très épais à la fin, donc peut-être pas. Écoutez, je sais pas. Si vous avez des astuces ou juste un petit peu d'encouragement pour cette tâche ingrate, je prends. Voilà pour les projets futurs. Il me reste une toute petite partie dont je vous en ai parlé au début, mais je le gardais pour la fin parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Toute petite partie blabla et annonce pour la boutique. Grande annonce pour moi. Pour vous, peut-être pas, mais pour moi, grande annonce, c'est que j'ai appris il y a quelques semaines que j'étais sélectionnée pour faire la fête de la laine à Malakoff. Donc la fête de la laine, c'est un marché laineux qui a lieu à Malakoff en région parisienne et qui dure 2 jours, c'est sur un week-end, c'est le 14 et 15 février, le week-end de la Saint-Valentin, très facile à retenir pour ça. Enfin, pour la date, elle est facile à retenir, pour moi en tout cas, parce que je sais que c'est le week-end de la Saint-Valentin. C'est pas possible, tout le monde klaxonne, c'est catastrophique. Je vis près d'un carrefour et du coup, bah, tout le monde klaxonne. Toujours est-il que j'ai appris que j'étais sélectionnée, j'avais postulé, forcément, j'avais postulé et j'avais bien sûr des espoirs, mais je m'autorisais pas trop à y croire parce que bah, c'est la première fois que je postule et je sais pas comment ils fonctionnent. Je m'étais dit peut-être qu'ils vont prendre en priorité des gens qui ont déjà postulé, qui n'ont pas été pris l'année dernière, etc. Je sais toujours pas comment ils ont fait leur sélection puisqu'ils m'ont juste annoncé que j'étais sélectionnée, mais je suis ravie. Ça sera mon premier salon et je suis ravie surtout parce que c'était... en fait, je m'étais fixée comme objectif pour l'année à venir de faire des salons. Pas 4000 parce que... 4000, pas des dizaines de salons parce que j'ai pas la possibilité de produire assez et puis surtout que j'ai pas de voiture et que tous les salons qu'il y a en France, bah, il faut y aller, il faut se loger et ça commence à faire des frais et j'ai pas non plus la trésorerie pour pouvoir faire ça trop loin, voyager en France pour faire des salons, mais je m'étais du coup fixée et j'avais repéré
2 salons près de chez moi, locaux pour moi, enfin, dans ma région, qui étaient la fête de la laine de Malakoff et la fête de la tonte de Rambouillet. La fête de la tonte, les candidatures sont pas encore ouvertes, donc je vous en reparlerai éventuellement peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est de la fête de la laine, quand les candidatures ont ouvert, j'ai postulé et donc voilà, je suis super contente parce qu'en fait tout se déroule comme je l'avais espéré et forcément ça me fait très plaisir. Ce qui me fait plaisir surtout, c'est de pouvoir vous rencontrer celles qui pourront venir, parce que du coup c'est en région parisienne et tout le monde ne pourra pas venir, mais au moins rencontrer quelques-unes de vous. Parce que je fais beaucoup de choses en digital, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, Instagram, YouTube et tout, mais l'idéal bien sûr, pour moi en tout cas, c'est de vous parler en vrai. Et j'imagine pour vous, ça va être de pouvoir toucher les laines, voir les coloris en vrai et puis échanger un peu sur vos idées de modèles, sur vos idées de combos et tout. Enfin, j'ai vraiment hyper hâte. Et d'ici là, j'ai pas mal de travail parce que mine de rien, février, c'est dans pas si longtemps que ça. Du coup, j'ai mis les bouchées doubles. Je sais pas si vous pouvez le voir sur cette vidéo, mais j'ai acheté, parce que je vois pas le retour caméra en fait, j'ai acheté, qui est ici, juste ici, une très grande étagère chez Leroy Merlin, un truc vraiment solide que j'ai monté, bref on s'en fiche, mais que j'ai reçu quoi. J'ai aussi acheté plus de matériel pour mettre les écheveaux, pour twister les écheveaux, parce que ça commençait à me faire mal à l'épaule et au coude de les faire à la main, et en plus là il y a vraiment plus de quantité à faire, donc quand vous en avez 10 à faire ça va, mais quand vous en préparez 40 d'un coup, ça commence à être vraiment long. Donc là je vais gagner du temps avec ça. J'ai acheté aussi un appareil pour mettre les écheveaux en pelote, un appareil qui le fait tout seul. Moi avant je le faisais à la main comme ça, parce que je propose ça sur le site, de mettre les écheveaux en pelote pour ceux qui n'ont pas le matériel chez eux. Mais du coup des fois j'ai des commandes avec 4-5 écheveaux à mettre en pelote, et pareil ça fait mal au bout d'un moment, surtout là au niveau du coude. Et puis surtout ça prend pas mal de temps en fait, donc j'ai acheté ça, et puis je m'équipe. Là j'ai aussi acheté beaucoup de laine à teindre pour le stock. J'ai prévu à peu près, ça a été une grande question pour moi, comment prévoir le stock, comment savoir s'il faut que je prévoie 100, 200, 300 écheveaux, j'en sais rien. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Je me suis fixé un objectif avec une petite, de nombre d'écheveaux par base et par couleur, et puis j'avance comme ça et on verra si j'ai un peu d'avance, si j'en retins pour pouvoir avoir vraiment parce qu'en fait j'ai surtout pas envie de manquer, en fait c'est ça le pire. Disons que je suis déjà très contente de faire le salon et que si je vends pas grand chose je serai pas du tout déçue. Par contre je serai très déçue si vous arrivez et qu'il n'y a pas le coloris que vous vouliez voir. Ça me gênerait beaucoup, et donc du coup je préfère prévoir plus. Donc voilà, je teins, là mes dernières semaines c'est énormément de teinture et de manutention pour pouvoir monter l'étagère, les trucs, les colis que je reçois. C'est toujours compliqué parce que c'est jamais le bon jour, vous les recevez et puis finalement le livreur il les met dans un point relais qui est à l'autre bout de Paris. Enfin bref, c'est pas mal de travail, mais c'est super chouette. Et puis surtout j'ai commencé à réfléchir aussi au stand, parce que c'est un peu les coulisses, mais en fait moi c'est quelque chose que j'avais pas imaginé avant de faire ça. Mais quand vous préparez un salon, il faut aussi préparer votre stand, toute la déco. Est-ce que vous affichez votre logo? Est-ce que vous, je sais pas, vous mettez à disposition c'est des trucs tout bêtes, mais les cartes de visite, ouais, vous les disposez comment? Si je veux proposer des marqueurs de maille, il faut que comment je les dispose, comment je dispose les écheveaux pour que ce soit joli pour vous et que ce soit pratique pour pouvoir regarder les couleurs. Enfin, en gros tout ça qui prend juste du temps, et l'organisation c'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même le prévoir. Et puis aussi prévoir un mode de paiement TPE. Et aussi prévoir une caisse pour le cash. Pareil, ça je sais pas gérer. En fait j'ai jamais fait j'ai travaillé un tout petit peu dans une boutique quand j'étais étudiante, mais c'est pas du tout mon domaine, donc en fait tout est nouveau, donc à chaque fois je vais voir sur internet et c'est pas compliqué, mais c'est le fait que ce soit nouveau qui fait que ça paraît être une très grande liste de choses à faire. Mais disons que quand j'ai appris la nouvelle et que je me suis sentie je me suis sentie en me disant je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais, mais
est-ce que j'ai peur de pas y arriver. Et du coup je me suis sentie stressée en me disant j'espère que ce soit pas bien, j'ai peur de pas m'en sortir, de pas faire assez de stock, que le stand soit pas beau et tout. Et ça a duré une demi-journée et après je me suis dit non c'est trop bête parce que c'est exactement là où je voulais être il y a un an, même un peu plus qu'un an, mais disons qu'à peu près il y a un an c'est exactement là où je voulais être. Donc il est hors de question que le stress me gâche mon plaisir. Et puis surtout même pour vous en fait c'est pas du tout agréable j'imagine d'aller voir une vendeuse, enfin une teinturière et de voir qu'en fait elle profite pas du moment. Donc voilà, c'est un peu mon journal intime d'internet là, mais j'avais très envie de le partager avec vous aussi pour que vous soyez un peu dans les coulisses de ce que c'est parce que en fait depuis le début de cette chaîne YouTube je vous partage les coulisses de ce projet, donc autant y aller à fond. Et puis c'est pas enfin je partage pas ce genre de choses sur Instagram ou dans la newsletter ou beaucoup moins, mais ici sur YouTube c'est vraiment un format long où je peux parler et où je suis en confiance, parce que si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que ça vous intéresse et que vous n'êtes pas là enfin que j'ai confiance au fait que je peux vous confier ce genre de choses là. Donc voilà un peu par où je suis passée. Et j'ai aussi comme projet, mais il faut voir si j'ai le temps parce que là ça rajoute quand même beaucoup de choses, de faire une petite vidéo pour vous montrer justement les coulisses de la préparation de ce salon, parce que j'ai prévu de faire des petites décos, des trucs comme ça, et je me dis que ça pourrait vous intéresser, et moi ça m'intéresserait beaucoup de le faire aussi, mais en fait je peux pas vous le promettre parce que je sais pas du tout si j'aurai le temps. En tout cas dans les podcasts je continuerai à vous en parler si ça vous intéresse, et je continuerai à le faire à la fin de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse pas vous pourrez partir avant. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui, donc je profite, j'essaye de profiter, je prépare quand même vachement en avance, je prends le plus d'avance possible pour pouvoir me détendre un petit peu, parce que comme ça, peut-être un mois avant, j'espère avoir fini le stock que je veux proposer, et comme ça ensuite je peux vraiment me consacrer à la déco du stand et tout, et puis surtout vous accueillir comme il se doit pour celles qui pourront venir le 14 et le 15 février à Malakoff pour la fête de la laine. Il y a plein d'autres teinturières, lainières, etc. Qui sont invitées, donc enfin qui sont pas invitées, qui seront là. Et vraiment c'est un chouette événement que moi je faisais beaucoup en tant que cliente, et j'ai même été bénévole il y a quelques années, il y a un petit bout de temps maintenant, il y a au moins 5 ans, pour les aider, et c'est une chouette asso. Et l'événement est vraiment très sympa, donc n'hésitez pas à passer une tête si vous n'êtes pas trop loin. Et voilà, hein, ça va être tout pour cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, j'espère que ça vous aura intéressé comme d'habitude, que ça vous aura inspiré, que vous aimez voir et m'entendre parler de mes projets, j'imagine que sinon vous ne serez pas là. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez aimer cette vidéo, mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, tout ça, ça me permet... Enfin, je le dis à chaque fois parce que je trouve ça important pour vous de comprendre pourquoi est-ce que je demande ça, parce que ça me permet, moi, que ma vidéo soit vue, ça me permet de récompenser un peu mon travail, parce que je sais, enfin, les vidéos YouTube, ça prend du temps à faire, ça n'est pas du tout rémunéré, enfin, il y a un tout petit peu avec les pubs, mais j'essaye d'en mettre moins, parce que là, récemment, YouTube, il a flambé le nombre de pubs dans les vidéos, donc j'essaye d'en mettre, de régler pour que vous en ayez moins, et donc du coup forcément les revenus YouTube c'est pas énorme du tout, mais je le fais pas pour les revenus, mais justement c'est pour ça aussi, c'est une façon pour vous de récompenser ce travail là, parce que s'il y a plus de gens qui voient mes vidéos, il y a plus de gens qui voient mon travail, et de fil en aiguille mon projet de teinture de laine peut continuer à exister. Donc je vous remercie beaucoup pour celles qui le font déjà. Et puis je vous dis à la prochaine, donc dans 3 semaines, pour le prochain épisode de podcast tricot et autres. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir les infos concernant la boutique sur vos mails. J'envoie un mail par mois, parfois un deuxième, mais vraiment très rarement. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, où je partage à peu près un peu tous les jours en story des trucs, des coulisses de l'atelier si ça vous intéresse, des petites photos par-ci par-là.
Et c'est tout. Vous pouvez pas me suivre de part. Mais vous pouvez aller voir le site internet si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et tricotez bien. Et je vous souhaite plein de moments créatifs.